Bonjour à tous, bonjour Aïssatou. Bonjour Mélissa, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alors, bienvenue à tous nos auditrices et nos auditeurs pour cet épisode spécial théâtre de La Voix de la Diversité. Donc, ce sera un épisode en deux parties. Aujourd'hui, nous vous présentons la première. Donc, je suis Mélissa Serrano et je vous parle de Paris. Je suis Aïssatou Diop et je vous parle depuis Barcelone. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler de cet art fabuleux qui perdure encore depuis l'Antiquité, se renouvelant sans cesse, un art divers au spectre large, passant de la tradition à la modernité, de l'héritage au renouvellement des codes, un art aux multiples visages qui nous tient à cœur et nous émerveille. La francophonie est un vaste terrain théâtral et nous allons voyager aujourd'hui à travers lui avec vous. Au programme pour ce premier volet, une interview d'Alain Cofino-Gomez, directeur du Théâtre des Dons à Avignon et du Festival des Francophonies, et une chronique de Thibaut Temerman sur la grande autrice et dramaturge québécoise Marie-Claire Blais qui nous a récemment quittés. Aussi, nous aurons des coups de cœur et des clins d'œil théâtraux qui feront partie de ces deux épisodes spéciaux. Donc, au plaisir de partager ce moment avec vous. Maintenant, place au lever du rideau. Nous avons le grand plaisir d'avoir notre chroniqueur Thibaut Temerman avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Aïssatou et bonjour Mélissa ainsi qu'à notre auditoire. Thibaut, nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour cette émission spéciale, vous avez choisi d'évoquer brièvement le théâtre contemporain québécois et certaines de ses figures notables. Et oui, vaste programme en effet en quelques minutes, mais puisqu'il est question de théâtre et que je vis au Québec, j'aurais pu vous parler de certains des dramaturges les plus connus de la belle province, que je n'ose encore qualifier de classiques, bien qu'ils soient incontournables. Et leurs noms vous sont peut-être familiers. Il y a Michel Tremblay et ses fameuses belles-sœurs, Michel-Marc Bouchard, dont plusieurs de ses pièces ont fait l'objet d'une adaptation sur grand écran. Je pense notamment à Tom à la ferme par Xavier Dolan, ou bien encore Christine, la reine garçon, devenue sous la caméra du réalisateur finlandais Mika Kaurismäki, The Girl King. Car oui, le théâtre québécois voyage, et ce ne sont pas le Canado-Libanais Wajdi Mouawad, actuel directeur du Théâtre national de la Colline à Paris, ou bien encore Robert Lepage, qui vous le diront, car ce dernier peut s'enorgueillir d'une immense et innovante théâtrographie, soit comme dramaturge, metteur en scène ou bien acteur de ses propres pièces, et ce à travers le monde. Mais je remarque, Thibaut, que jusqu'à présent, vous n'avez cité que des hommes. Et vous avez raison, Aïssatou, et c'est là où je voulais en venir, car au sein du répertoire québécois contemporain, l'une des pièces qui fait le plus parler d'elle ces dernières années est l'œuvre d'une femme, la comédienne Christine Beaulieu, et son théâtre documentaire J'aime Hydro, du nom de Hydro-Québec, la compagnie de production d'électricité ici au Québec. Et cette pièce aurait dû être davantage représentée en Europe s'il en était de la pandémie de Covid-19. Mais surtout, le Québec déplore depuis le 30 novembre dernier la disparition de l'une de ses plus grandes figures littéraires, la femme de lettres Marie-Claire Blais. Son talent a été reconnu très tôt dans sa carrière. Elle a reçu en effet en 1961 le prix de la langue française de l'Académie française pour son tout premier roman, La Belle Bête, tandis que 5 ans après, son quatrième ouvrage, Une saison dans la vie d'Emmanuel, sera récompensé du prix Médicis. Et ce ne sont là que quelques-uns des très nombreux prix qui égrènent sa carrière littéraire longue de 6 décennies. Mais Thibaut, Marie-Claire Blais, vous faites bien de le rappeler, a également écrit des pièces de théâtre, n'est-ce pas?
En effet, Mélissa, et on oublie que celle qui est née à Québec au sein d'une famille ouvrière s'est également illustrée dans la dramaturgie. Sa pièce la plus célèbre remonte elle aussi aux années 60, mais demeure aujourd'hui d'une cruelle actualité. L'exécution, puisque c'est son nom, fait le récit d'un meurtre commis par des étudiants au sein d'un collège privé. La pièce sera créée en 1968 au théâtre du Rideau Vert à Montréal. Et l'ensemble des œuvres, des pièces de théâtre de Marie-Claire Blais sont d'ailleurs disponibles dans la collection Boréal Compact, et je vais me permettre de les citer in extenso. Nous avons donc L'exécution en 1968, Sommeil d'hiver 1974, L'Océan en 1976, Fantôme du Nil 1980 Fantôme d'une voix, pardon, en 1980, et enfin L'île en 1988. Mais on lui doit également des radiofeuilletons. Qui sait si la progression du balado va permettre aux francophones de redécouvrir l'œuvre foisonnante, vibrante de Marie-Claire Blais. Outre son style exigeant, qu'est-ce qui distingue l'œuvre de Marie-Claire Blais, Thibaut? Eh bien, Aïssatou, l'œuvre de Marie-Claire Blais, c'est par exemple une galerie de personnages marginaux confrontés à la violence et à l'intolérance de la société, à l'oppression de la conformité, mais qui résistent, se lancent dans la création et ensemble nouent de belles amitiés. C'est le sublime qui naît de la laideur, dans le fond. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les personnes LGBT sont nombreuses dans les livres, les œuvres de Marie-Claire Blais. Elle porte, ces œuvres portent en fait un idéal d'humanité soutenu par la foi envers l'être humain, mais également l'art, et ce, dans toute leur diversité. Je vous invite d'ailleurs, et peut-être pourra-t-on le mettre en lien sur notre balado, à lire les articles récents publiés sur Marie-Claire Blais. Je pense notamment aux hommages de l'académicien Dany Laferrière ou bien de l'écrivaine Audrey Villelmy. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas citer les articles de Chantal Guy, la chroniqueuse littéraire, enfin une des chroniqueuses littéraires de la presse, et turiféraire de l'œuvre de la femme au style de roqueuse qu'elle aurait aimé voir récompensé du plus beau des honneurs, celui du prix Nobel de littérature, car nul doute que Marie-Claire Blais remplissait tous les critères. On pourra néanmoins se consoler, bien sûr, en se replongeant dans ses œuvres, mais également en se souvenant que c'est ce talent, cette humanité, mais aussi le désir de transmission aux nouvelles générations qui ont valu à Marie-Claire Blais de voir son nom associé, et ce, de son vivant, au prix littéraire Québec-France, remis annuellement à un talent français pour son premier roman, un prix qui est remis par le réseau Québec-France avec notamment le soutien financier du consulat général de France à Québec. Donc, lisons, relisons Marie-Claire Blais à profusion. Tout à fait, Thibaut. Merci. Effectivement, merci à vous deux. Merci, et c'est une grande autrice québécoise qu'il est important de découvrir et de redécouvrir. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu sur son parcours et son œuvre, et ainsi que sur le théâtre contemporain québécois, qui est riche et foisonnant et qu'il est important de connaître. Maintenant, on va rester toujours dans notre thématique théâtrale, et à Aïssatou, nous avons eu la chance d'interviewer un homme de théâtre, Monsieur Alain Coffino-Gomez. Exactement. On a eu la chance d'interviewer Monsieur Alain Coffino-Gomez, qui est donc le directeur du Théâtre des Dons à Avignon et du Festival des Francophoniques. Bonne écoute. Pour cet épisode spécial théâtre, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité du monde du théâtre francophone, l'écrivain et directeur du Théâtre des Dômes en France, Monsieur Alain Coffino-Gomez. Bonjour, Monsieur Coffino-Gomez. Bonjour. Le Théâtre des Dômes, qui se trouve à Avignon en France, est le pôle sud de la création en Belgique francophone. Pouvez-vous nous présenter les missions de ce lieu culturel ? Alors, c'est un lieu assez étrange parce qu'en fait, c'est une représentation territoriale, c'est la représentation culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est un mot compliqué pour dire les francophones de Belgique, donc ça comporte des personnes qui habitent Bruxelles et des personnes qui habitent la Wallonie.
Et donc, on a deux représentations, une qui est à Paris, il y a le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, en face de Beaubourg, et puis il y a le Théâtre des Dons, qui est une association subventionnée par cette fédération et qui a pour mission de représenter en France et à l'international les artistes de la fédération, plus particulièrement les artistes de la scène, que ce soit tout domaine confondu, hein, cirque, jeune public, et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment en fait un pont entre la culture belge francophone et la France, le sud de la France même plus particulièrement, qui est le Théâtre des Dômes. Et vous le dirigez depuis 2015, ce théâtre. Quel a été votre plus grand défi depuis que vous en êtes à la tête? Alors, défis, il y en a beaucoup, hein. Ce que je dois dire, c'est que c'est un théâtre qui va avoir 20 ans l'année prochaine, donc il y a toute une histoire, et moi je suis pas arrivé comme ça de but en blanc. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites, et je crois que le premier challenge, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que j'ai apporté? C'est justement la question de la francophonie, qui n'était pas développée jusque-là. Et j'ai pu le faire parce que mes prédécesseurs et prédécessrices ont fait tout le reste du travail, toutes les fondations. Et ça m'a permis, moi, d'asseoir des questions qui étaient plus internationales, comme celle de la francophonie. Ça a été ce premier challenge qui m'a fait créer un festival. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a développé plein de choses en même temps. Le Théâtre des Dons, il existe comme représentation, comme vitrine de la Fédération des francophones de Belgique depuis 20 ans parce qu'il y a le Festival d'Avignon. C'était la première question. Donc on a une première mission qui est celle de présenter des spectacles pendant ce moment-là. Mais depuis toujours, et depuis très tôt, on est aussi considéré comme un théâtre français finalement, puisqu'on a une saison avec des spectacles, avec des résidences, avec des temps forts, et encore une fois, notamment celui de la francophonie. Mais si je dois faire un regard sur ces 5 années qui sont passées, bien oui, c'est la question de la francophonie qui a été un des plus gros challenges. C'est de créer ex nihilo un festival qui n'existait pas à Avignon et qui existe peu en France finalement. Il y a que quelques endroits qui sont très connus et très importants, mais dans le sud de la France, je pense que je dois être le premier. Du 3 au 11 décembre aura lieu la 6e édition du festival francophonique. Comment est né ce festival et quelles sont les origines du nom du festival? Comme je vous l'ai dit, dès que je suis arrivé, moi, c'était dans mon dossier de candidature, parce que pour prendre la direction de mon théâtre, il faut faire une candidature. Et moi, c'était un des domaines qui était important. Et à l'époque, je me rendais pas compte que ça pouvait porter de l'intérêt auprès des pouvoirs publics, du ministère. Et en fait, oui. Et donc, très vite, donc, il y a 6 ans, est né ce festival. Et on en est à sa 6e édition. Pourquoi francophonique? Parce que j'avais envie de parler de la francophonie, mais d'une francophonie rêvée. Pas une francophonie qui est sur la défensive, ou une francophonie qui est sur l'offensive, qui doit défendre non, une francophonie qu'on rêve. Moi, depuis que je suis petit, moi, je suis un enfant d'immigrés qui sont arrivés à Bruxelles, et tout de suite à Bruxelles, il y a plein de gens qui parlent plein de langues différentes. Mais je me suis rendu compte très tôt que je parlais le français, on parlait le français, c'était ma culture d'arrivée, et on parlait le français partout ailleurs dans le monde. Et je me disais, mais c'est dingue, c'est une porte ouverte sur le monde, c'est un outil, c'est en même temps un véhicule. Et donc, voilà, ça fait partie de ce rêve-là. Ça vient aussi de là, ce festival. Donc voilà pourquoi francophonique, parce que je pense qu'il faut construire, mais aussi rêver la francophonie. D'ailleurs, vous le dites très bien sur votre site pour annoncer le festival. Vous dites que la francophonie est une fenêtre sur le monde, un véhicule culturel très puissant et qu'il permet aussi justement, qu'il est un des moyens de traverser les territoires de l'altérité. Donc, je pense que vous avez réussi en fait vous avez réussi un beau résumé de ce que peut être la francophonie à travers ces mots et à travers aussi le festival des francophoniques. Moi, j'aimerais savoir, l'année dernière, à cause de la situation sanitaire, vous avez dû repenser justement la 5e édition de ce festival à travers la création de podcasts, de pièces de théâtre radiophoniques. Comment est-ce que ça s'est passé et quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette année particulière? Alors, durant cette année particulière, on s'est attaché au Théâtre des Dons à essayer de produire des gestes artistiques ou des objets artistiques. Et donc, par rapport au festival, pas les francophonies, mais le Festival d'Avignon, le OFF, on a fait par exemple une bande dessinée.
On a invité des dessinateurs à rencontrer les metteuses et les metteurs en scène des spectacles qui ont été annulés pour qu'ils transmettent et qu'il y ait une œuvre qui soit dessinée autour d'un spectacle que des dessinateurs n'ont pas vu. Et on voulait faire aussi la même chose avec les francophoniques, c'est-à-dire un geste original, pas essayer de capter ce qu'on aurait pu voir, mais créer un autre objet. Donc on a demandé à Christophe Roch, qui est un réalisateur audio qui fait des podcasts, de venir et de s'adresser aux artistes qui faisaient partie de la programmation et de créer avec eux un objet qui n'existe pas sur la scène, qui n'est pas le spectacle, mais quelque chose de tout à fait autonome. Et donc, on a créé ces 4 podcasts à partir de cette idée-là, un geste de création. C'est ce qu'on a voulu faire tout au long de la crise sanitaire, de toujours rester créateur, inventif, et puis de faire un travail artistique toujours. C'est beau de voir que malgré la crise, la création a toujours réussi finalement à survivre et à exister donc d'une autre façon, mais la création était toujours là malgré tout, mais sous une forme différente. Oui, tout à fait. Et je crois que c'était important qu'on continue à faire des choses avec les moyens du bord. C'est pour ça que la bande dessinée, ça s'est fait à travers le médium de Zoom qu'on découvrait à l'époque. Oui. Et que le système audio, ça nous permet aussi de voyager, de faire entendre ça partout dans le monde. Oui, il fallait utiliser les moyens du bord pour rester actif artistiquement et culturellement. Vous avez réussi, je pense. Merci. Au cours de l'édition de ce festival cette année, il y aura une rencontre autour de l'édition théâtrale. Selon vous, quels sont les défis de l'édition des écritures francophones contemporaines ? Alors oui, c'est une rencontre qu'on co-organise grâce au Centre des écritures, la Chartreuse, qui est vraiment un grand pôle, qui est devenu aussi un pôle de la francophonie il y a peu de temps, et avec qui on engage des partenariats. Eux, ils font vraiment quelques jours sur l'édition, et nous, on passe une journée à des francophoniques chez eux, à la Chartreuse, dans des bâtiments qui sont vraiment magnifiques. Et il y a des éditeurs qui sont invités, mais aussi des questions qui sont posées. Et en effet, il y a une grande question qui se pose et à laquelle on va aborder. Je pense qu'on n'y répondra pas, mais qu'est-ce que c'est maintenant lire du théâtre, éditer du théâtre? Est-ce qu'il y a vraiment un lectorat qui existe? Et puis, avec les moyens contemporains, nos moyens actuels, nos médiums, on utilise les réseaux sociaux et le web journalisme, même le web journalisme culturel. Mais qu'en est-il justement de l'édition théâtrale? Est-ce que c'est un objet qui est voué à disparaître? Est-ce que cette trace et ce véhicule de texte de théâtre va disparaître ou pas? Qu'en font les nouveaux médias? Et est-ce qu'il va y avoir des critiques des livres qui sortent, des éditions de pièces de théâtre éditées? On va essayer de poser ces questions-là, regarder vers l'avenir et voir est-ce qu'il y a un avenir pour ce type de production artistique. C'est intéressant. Et si on reste justement dans le domaine des productions artistiques, on se demandait, vous, quelles sont vos inspirations artistiques et vos influences en tant qu'écrivain et en tant qu'homme de théâtre? Moi, ça a toujours été la réalité. Moi, je suis un amateur des écritures du réel, c'est-à-dire d'aller rencontrer des gens, passer du temps avec des gens. Moi, j'aime l'idée de résidence, et j'en ai fait dans le nord de la France très longuement, passer quelques mois avec des gens qui sont éloignés de la culture, essayer de créer avec eux un objet de culture, et puis après moi, à partir de cette expérience, parler de ce dont on ne parle pas, d'endroits où la culture n'arrive pas, de personnes qui n'ont pas les moyens de faire justement des gestes artistiques. Et voilà, moi c'est mon inspiration, c'est ces personnes qui n'ont pas la parole. Et essayer en écrivant de tenter de leur donner la parole, même si voilà, c'est en 2 temps. Un premier temps, c'est leur donner vraiment la parole et d'écrire avec eux ou de les faire écrire. Et puis à partir de là aussi, c'est d'écrire. Je l'ai fait en faisant des résidences dans des hôpitaux, par exemple, ou même dans des lieux réservés aux personnes âgées, des seigneuries, ou voilà, dans des tas d'endroits comme ça où la question de la culture et de l'éloignement de la culture est intéressante. C'est une façon aussi d'inscrire le théâtre vraiment dans la vie, complètement concrètement. Donc, quand vous parlez des hôpitaux ou autres lieux où la culture est souvent plus difficile
d'accès. C'est aussi une façon de rendre le théâtre, de l'enlever de son piédestal d'une certaine façon et de le désacraliser peut-être un peu. Je crois qu'il faut les deux. Je crois qu'il faut qu'il y ait des œuvres qui sont des œuvres de laboratoire ou des œuvres très pointues. Et puis, il faut aussi que tout le monde puisse s'emparer de la culture. Mais il faut faire les deux en même temps et que l'un n'exclue pas l'autre. Qu'on ne soit pas tout d'un coup, par effet de mode, tous amenés à faire du social, entre guillemets, ou inversement, tous à faire de la culture dite élitiste. Enfin, je caricature dans les deux sens. Mais je pense que les deux doivent se faire et qu'un artiste devrait pouvoir, en tout cas, mettre de temps en temps un pied dans la citoyenneté et inversement, tout citoyen devrait pouvoir mettre un pied dans la création artistique. Oui, il y a de la place pour tout, en fait, pour tous les types de théâtre. Ils se nourrissent mutuellement. Oui, bien sûr, oui, je crois aussi. Quels sont les futurs objectifs pour les francophoniques et quelles voies voulez-vous explorer dans le futur avec ce festival? Alors, il y a plusieurs points. Le point principal, c'est que quand j'ai initié ce festival, on était tout seul. Et puis là, on commence à avoir des partenaires comme la Chartreuse dont je vous ai parlé, le Théâtre des Halles, des théâtres importants. On a eu de temps en temps, et ça dépend des moments, le centre de la danse, le Centre national de la danse. Enfin, on a plusieurs partenaires et j'aimerais que à l'avenir, ils prennent plus en charge les choses et que ce festival devienne un festival dans et avec la ville d'Avignon, avec des partenaires plus largement plus impliqués. Voilà, c'est un travail qu'on fait au long cours. Hein. Il faut que tout le monde y voit son intérêt. Et voilà. Mais il faut dire aussi que quand j'ai commencé, la question de la francophonie, c'est très étrange en France, parce que c'est le lieu de la langue française. Donc, c'est étonnant. Pour un Belge, pour un Canadien, pour un Luxembourgeois francophone, on sait bien que de quoi on parle quand on parle de francophonie. On parle de nos cousins éloignés, mais avec qui on a un bout de culture. Pour les Français, c'est plus difficile. Et puis, il y a des questions sur la colonisation, sur l'Algérie, sur le fait que la langue ait été aussi une arme politique. Et donc, tout ça est compliqué dans un premier temps en France. Enfin, en tout cas, dans la région dans laquelle je me trouvais. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se libérer de tout ça et parler d'une francophonie sereine, ouverte et plurielle et multiple et avec plein d'opérateurs. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur certains pays du continent africain. J'aimerais aussi aller sur le continent africain, je fais un clin d'œil, évidemment, aller voir du côté des Amériques comment on fait, comment on écrit, et puis inviter des gens. Mais c'est dans un temps aussi plus éloigné, je pense, mais qui viendra à un moment. Vous parlez du continent africain. Je sais que dans la programmation du festival, il y a une pièce de théâtre documentaire, Colonisation, de Salim Djaferi. Il parle donc de la colonisation de l'Algérie et de la France, bien sûr. Oui. Et puis, il pose la question déjà à partir de la langue, c'est-à-dire le titre déjà, colonisation, ça s'écrit K-O-U, etc. Et c'est un mot qui existe. Il s'en est rendu compte, il a fait des recherches, il allait en Algérie, dans des bibliothèques, chercher des livres sur la colonisation, il n'en trouvait pas, et puis on a parlé de la colonisation. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et ce spectacle raconte ça, raconte comment une langue, comment elle est perçue, comment elle s'empare de l'esprit des gens, comment est-ce que ça peut être une arme redoutable, mais aussi une contre-arme aussi redoutable. Et souvent, on a travaillé dans les franco-amériques sur la question de la langue, pas seulement de la langue française. Par exemple, on a fait des ateliers d'écriture avec des enfants, des jeunes qui se trouvaient à Bruxelles et des jeunes qui se trouvaient à Avignon, et on a parlé des langues qui ne sont pas les langues, la langue principale. Et donc on a créé un lexique qui est à la fois en bruxellois, qui est un dialecte, et en occitan ou en langue du pays, en provençal. Et on a mélangé tout ça. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est ce mélange des langues. C'est pas que le français. Et quand on parle de francophonie, on parle de plein de langues différentes, que ce soit la langue du corps, mais aussi des langues qui ne sont pas les langues dites principales. Ouais.
Complètement. C'est un grand métissage, en fait, et c'est pas uniforme la francophonie ni la langue française, qu'on soit au Québec ou ailleurs. Il y a différentes façons de l'appréhender, de la vivre. Et ça, on s'en rend compte beaucoup en faisant ce podcast. Là, on a découvert tout plein de gens de différents milieux francophones ayant un autre rapport à la langue française. Et c'est vraiment fascinant de le voir. Et d'ailleurs, votre festival, il est surnommé le Petit Festival avec la langue. C'est le titre. Et Oui, on aime beaucoup. Ouais. Et c'est très à propos et on aime beaucoup. Et quel est vous nous l'avez un peu dit, mais s'il fallait décrire votre rapport à vous avec la langue en quelques mots, ce serait quoi votre rapport à la langue française? Moi, c'est la magie. Moi, je trouve que la langue, c'est magique. Et c'est pour ça que j'écris du théâtre et que je suis dans le théâtre. Parce que on commence en tant qu'auteur ou écrivain à écrire quelque chose, on le donne à quelqu'un et puis ça traverse son corps, ça traverse sa bouche, ça traverse sa langue et puis ça va vers les autres. Et je trouve ça magique. Moi, quand j'étais petit, je pensais vraiment que les mots étaient magiques, qu'on pouvait prononcer un mot et qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, je me suis aperçu que non. Et finalement, en y réfléchissant, en fait, oui, les mots, ils sont magiques. Pas comme on l'entend quand on est petit, mais ils ont aussi leur propre magie. Donc c'est ça mon rapport avec la langue, c'est que elle transforme les gens, elle transforme les choses. Elle n'est pas là juste pour nommer, elle est là aussi pour transformer. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Merci Alain à vous. Coffino-Gomez. Donc, notre interview va se conclure sur ce beau mot de magie. Et donc, on invite les gens à aller au Théâtre des Dons à Avignon, à découvrir le festival des francophonies qui aura lieu début décembre. Du 3 au 11 décembre, exactement. Tout à fait. On vous attend. Avec grand plaisir. Merci, Monsieur Coffino-Gomez. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. Alors, ainsi se termine notre première partie de l'émission spéciale théâtre. Donc, nous espérons que les invités qui ont partagé notre micro et que les sujets abordés vous ont donné envie d'aller au théâtre, de découvrir des artistes, des festivals, d'aller lire des pièces et autres. On pourrait en parler pendant des heures et nous vous donnons donc un rendez-vous pour le prochain épisode. Et en terminant, un petit coup de cœur de ma part, il s'agit du Festival du Jamais Lu, un festival théâtral né en 2002 au Québec, qui en fait met de l'avant des textes de dramaturges dont les pièces n'ont pas encore été montées. Donc c'est un merveilleux festival qui accompagne les jeunes auteurs ou les auteurs confirmés québécois et aussi français ou d'ailleurs dans la francophonie. Il y a donc une édition à Montréal, une édition à Québec et une édition à Paris depuis quelques années. Donc si vous avez envie de découvrir ce qui s'est fait en dramaturgie, je vous invite à plonger dans l'univers du Festival du Jamais Lu. L'émission d'aujourd'hui consacrée au théâtre était animée par Aïssatou Diop et Mélissa Serrano. Merci à notre invité Alain Coffino-Gomez et à notre chroniqueur Thibaut Temerman. Une réalisation de Sophie Hamel-Dufour, création musicale Florent Cheminal, une production Francophonie sans frontières 2021. Donc à bientôt pour notre prochain épisode consacré au théâtre. Merci beaucoup. À bientôt.